Très bien, salam alaikum. Donc aujourd'hui, nous allons finir, Inch'Allah, la partie perceptron multicouche. Donc je m'excuse pour le son sur la dernière vidéo. Je ne me suis pas préparé à des cours vidéo, donc je ne me suis pas doté d'un microphone professionnel. Je ne sais d'ailleurs même pas où le placer sur mon ordinateur. Malish. Donc, on va essayer de continuer. Je vais essayer de parler plus fort et plus proche de mon microphone, c'est-à-dire du microphone intégré à l'ordinateur. Et je vais essayer d'être plus clair. Donc, la dernière fois, on a fait l'apprentissage du perceptron multicouche. Donc, on a comment choisir à peu près, pas encore, mais on a des notions pour le choix de la topologie du réseau, hein, par rapport bien sûr au vecteur de régression, par rapport aux données qu'on a, etc. On a vu les bases de la rétropropagation du gradient avec un exemple, avec les équations de la règle d'apprentissage par rétropropagation du gradient, en anglais Backpropagation Learning Rule, et vous allez trouver ça dans la littérature sous l'acronyme BP, Backpropagation, BP. D'accord ? Très bien. Donc, une fois qu'on a tout ça et qu'on connaît tout ça, ça ne veut pas dire que on va utiliser à bon escient, ou là qu'on va bien utiliser tout ce qu'on a connu, voilà, tout ce qui est théoriquement mis à notre disposition pour pouvoir y faire, voilà, avoir un bon modèle. Donc, je vous assure, je suis bien placé pour le savoir. Je crois que j'ai commencé à utiliser les réseaux de neurones lors de mon master. C'était en 97-98. Voilà. Donc en 97, j'utilisais déjà les réseaux de neurones artificiels. Et donc depuis, j'ai vu beaucoup de travaux qui utilisent les réseaux de neurones, bien avant le deep learning. J'ai assisté à beaucoup de conférences thématiques sur les réseaux de neurones. J'ai eu à évaluer beaucoup de thèses sur les réseaux de neurones, j'ai eu à encadrer beaucoup de thèses sur les réseaux de neurones, j'ai eu à évaluer énormément de papiers et pour des journaux et pour des conférences sur les réseaux de neurones. Et je peux vous assurer que, allez, je vais dire 80% des papiers et des travaux que j'ai eu à évaluer n'étaient pas ou manquaient de justificatifs ou de justification, ou alors l'utilisation des réseaux de neurones n'était pas utilisée du mieux qu'ils pouvaient, du moins, et parfois était très mal utilisée, faut le dire. Donc, c'est-à-dire ça m'a poussé à rajouter, si vous voulez, une partie au cours, au perceptron multicouche, au cours après une partie qui arrive après la rétropropagation du gradient, et qui va traiter un peu des considérations pratiques et de comment est-ce qu'on peut obtenir un modèle ou un réseau de neurones qui pourrait, voilà, quelles sont la meilleure approche, voilà, quelle est la meilleure approche, voilà, quels sont les meilleurs réflexes et les meilleures choses à faire pour pouvoir avoir et obtenir un réseau de neurones qui soit vraiment performant par rapport aux données qu'on a. Très bien. Donc, cette partie, ça va être les considérations pratiques. D'accord. Les considérations pratiques pour le choix et l'apprentissage des réseaux de neurones artificiels. Et puis, voilà. Moi, je pense que ça, c'est très important parce qu'en fait,
il est très facile d'utiliser les réseaux de neurones. Et on en a parlé dans l'introduction, dans le chapitre 1. Il est très facile, surtout maintenant, d'utiliser les réseaux de neurones parce qu'on a à notre portée toutes les bibliothèques, toutes les librairies qui nous permettent de lancer les algorithmes d'apprentissage, de rétropropagation, etc. Donc le problème n'est plus un problème de faisabilité ou algorithmique, ou alors, voilà, c'est-à-dire problème de langage informatique. Non, le problème n'est plus là. Peut-être qu'au début, dans les années 90, c'était une partie du problème, parce qu'il fallait coder la plupart des règles d'apprentissage à la main, etc. Et c'était pas aisé, c'est-à-dire qu'il fallait prendre cet aspect en considération. Maintenant, l'aspect à prendre en considération est en fait les choix conceptuels, l'approche qu'on va prendre pour pouvoir faire notre apprentissage, parce que l'apprentissage, il se fait directement en appelant des fonctions, en manipulant les bases de données d'apprentissage et de validation, etc. Donc en fait, pour être sûr d'avoir bien utilisé les réseaux de neurones, d'avoir bien utilisé ces librairies, cela revient au designer. Et ça, c'est des connaissances théoriques, basées sur les connaissances théoriques et pratiques, et l'expérience qu'on a des réseaux de neurones, voilà, de la modélisation, voilà, de la classification. Très bien. Donc voilà. Donc ceci se résume en fait par, bon, j'ai écrit une petite phrase ici dans le cours, donc malgré une littérature fournie, théorique, fournie, l'utilisation des réseaux de neurones artificiels ou Artificial Neural Network, ANN, reste tributaire de l'application, sa nature, ainsi que son environnement. Et je veux dire par l'application, c'est-à-dire les données, le thème à traiter. Très bien. Donc cette section donne quelques considérations pratiques à prendre en compte lors d'applications spécifiques. Je vais vous dire à peu près quelles sont les étapes qu'on doit faire, les choses sur lesquelles on doit se concentrer pour pouvoir avoir le plus de chances de réussir sa modélisation ou son modèle de classification en utilisant les réseaux de neurones. Donc je vous assure, ce n'est pas une chose aisée. Donc, si vous voulez, en tant qu'ingénieur, vous allez être plus attendu ou être plus scruté ou être plus évalué sur la manière dans laquelle vous allez utiliser ces réseaux de neurones plutôt que sur la manière dont vous allez les comprendre ou sur, ou je ne sais pas moi, une application mathématique ou essayer de prouver que ça marche ou ça ne marche pas. Vous allez, dans la plupart des cas, être, si vous voulez, être capacité. Très bien. Donc la première des choses, et là je reviens aux bases théoriques, si vous voulez, de l'IA et du machine learning, le cœur de l'IA, d'une résolution en utilisant les paradigmes de l'intelligence artificielle, qui est une solution boîte noire, que ce soit pour de la classification ou de la modélisation, le cœur de ceci est une base de connaissances ou une base de données riche quantitativement et qualitativement. Très bien. Bien sûr, ceci reste vrai pour la modélisation par réseau de neurones artificiels, où des données décrivant le fonctionnement du procédé sont essentielles pour les différentes phases d'apprentissage, de validation, et on peut rajouter la phase de test du réseau neuronal. Voilà. Donc là, la base des systèmes de machine learning, c'est les connaissances. Donc, c'est des données quantitativement et qualitativement adéquates, c'est-à-dire riches.
qualitativement et quantitativement. Bon, le terme quantitatif ne pose pas de problème de compréhension. C'est-à-dire, on peut comprendre que les réseaux de neurones sont des systèmes qui sont data greedy. Ça veut dire qu'ils ont besoin de beaucoup de données, ou sont voraces en données. Et comme on en a parlé lors de la précédente vidéo, ou du précédent cours, si vous voulez, on a dit que on devait faire l'apprentissage de toute la base d'apprentissage qui devait contenir quelques milliers, voire quelques millions, et des fois quelques milliards de données d'échantillons. Donc la partie quantitative ne pose pas de problème. Ça veut dire que quantitativement, on doit avoir beaucoup de données, ou un nombre de données assez important pour pouvoir faire notre apprentissage. Et puis on va voir notre validation, etc. Très bien. Donc on va revenir à la base théorique, et puis on va voir. Donc théoriquement, si on se base sur la théorie, pour qu'un réseau de neurones soit valide dans tout l'espace de fonctionnement, d'accord, donc imaginez, vous avez par exemple, je ne sais pas, vous voulez faire un modèle de température, bon, je reprends l'exemple qu'on avait fait lors de la deuxième section. Si je veux faire un modèle pour la température de notre salle de classe, pour pouvoir prédire ou analyser, etc., je dois avoir des données, en fait, qui couvrent la température de la salle, et bien sûr les données exogènes que je vais utiliser pendant toute l'année. Matin, soir, matin, midi et soir, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, l'hiver, l'été, le printemps. Très bien. D'accord. Donc une fois qu'on a toutes ces données, d'accord, qui recouvrent tout l'espace d'entrée-sortie, si on a toutes ces données, le problème ne se pose pas. Même si le problème, si vous voulez, d'apprentissage en lui-même ne se pose pas. Le problème se réduit donc à une solution algorithmique simple, if-then. If les températures exogènes sont comme ça, je vais avoir une température, et si on est le matin, le soir ou telle heure, je vais avoir une température de la classroom ou de la classe qui va être comme ça. Donc si je recouvre toutes, dans d'autres termes, si je recouvre toutes les possibilités et les possibilités des données exogènes et des données de sortie, donc je couvre tout l'espace d'entrée-sortie, et là je peux me passer de la solution d'apprentissage et j'applique une solution if-then. Le problème, c'est qu'en pratique, c'est irréalisable, parce que non seulement c'est une perte de temps énorme, parce que beaucoup de données vont être redondantes, c'est-à-dire en redondance de données. Je vais mettre en place, ça veut dire des moyens assez gros pour pouvoir loguer les données des appareils de mesure, etc., en n'arrivant pratiquement jamais à couvrir tout l'espace d'entrée-sortie. Très bien. Donc c'est là où on va vers les réseaux de neurones et le machine learning pour pouvoir apprendre des données qu'on a afin de pouvoir généraliser. Ça veut dire que si j'apprends de mes données, je peux généraliser à des régions de l'espace d'entrée-sortie qui sont adjacentes ou pas très loin, ou alors entre deux régions ou deux clusters de données, je pourrais toujours demander à mon système machine learning
ou mon perceptron multicouche, puisqu'on est dans le perceptron multicouche, de généraliser et de me donner une estimation du résultat que je n'ai pas logué, c'est-à-dire que je n'ai pas vérifié sur la base d'expérimentation ou de prise de données dans la réalité. Très bien. Donc, si j'ai un espace d'entrée-sortie, je peux donc récolter des données un peu partout, ou je pourrais donc faire un modèle machine learning ou un apprentissage sur ces données pour pouvoir extrapoler et avoir des résultats dans d'autres parties où je n'ai pas encore fait, je n'ai pas encore pris de données. Très bien. Donc, le type de données, si vous voulez, bon, nous, en tant qu'informaticiens, on va plus avoir à résoudre des problèmes, même si elles sont d'ordre socio-économique, physique, etc. Ce sont des données qu'on va avoir, c'est-à-dire on va nous donner des bases de données. On va avoir des images, on va avoir des données qu'on a loguées, etc. Bon, il est rare pour un informaticien ou un ingénieur en informatique d'avoir des systèmes qui sont des systèmes industriels où il devra aller lui-même faire des protocoles d'essai, etc. Donc, c'est deux manières deux approches, ou alors deux manières de voir les choses. Voilà. Donc, par exemple, on a travaillé avec Sonelgaz sur la prévision de la charge électrique. Sonelgaz nous a donné les bases de données sur lesquelles on devait travailler, c'est-à-dire les données qui sont loguées pendant des années, etc. On a travaillé aussi sur la pollution et la prévision de la pollution. On est allé voir l'agence de pollution du moment, c'était SMA Safia, qui n'existe plus maintenant. Voilà, c'est dommage, mais bon, qui nous avait donné des bases de données sur la pollution dans la région d'Annaba. Etc. Maintenant, si vous êtes un ingénieur, vous faites de la modélisation, de la commande, vous serez probablement appelé à faire vous-même vos protocoles d'essai, c'est-à-dire à aller sur place, voir votre process, votre machine, varier les données, c'est-à-dire faire un protocole d'essai, lui donner des données, l'exciter avec des données, et pour avoir des données des sorties du procédé. Donc voilà, donc c'est vous qui allez, c'est l'ingénieur qui va construire sa base de données. Et là, ben, il va choisir les régions opératives sur lesquelles il veut travailler. Généralement, c'est des procédés qui fonctionnent autour d'un point de fonctionnement. Donc, on va essayer de prendre des données le plus possible autour de ce point de fonctionnement, puisque des données dans un autre point de fonctionnement ne vont pas nous être utiles, puisque ce procédé ne fonctionne jamais dans cette plage de données. Et c'est là où on parle de données informatives. D'accord? Si je suis en Algérie et puis bon, je suis ici dans un pays méditerranéen au nord de l'Afrique, où les températures descendent rarement au-dessous de zéro, si je fais la prévision d'une salle de température, etc., ben, je ne vais pas me focaliser sur les températures négatives, puisque celles-ci n'arrivent pratiquement jamais. Et si je les inclus dans ma base d'apprentissage, elles vont, même si elles sont vraies, hein, même si c'est des données qui sont vraies, qui sont arrivées, elles risquent de me déséquilibrer ma base de données, d'influencer l'apprentissage du modèle vers des données qui ne sont pas, qui n'arrivent pas vraiment, et même si elles sont réelles, elles vont fausser la prévision ou la modélisation du réseau de neurones. La modélisation en utilisant les réseaux de neurones.
Donc voilà, donc la première des choses, c'est de bien choisir ces données. Bien choisir ces données. Donc je ne vais pas trop parler, trop discuter de comment on fait des tests ou des protocoles d'essai quand on est en face de problèmes industriels ou de procédés industriels. Bon, vous êtes une classe d'informaticiens, donc généralement vous allez travailler sur des bases de données existantes ou alors qu'on vous a données, etc. Maintenant, le problème, c'est que bon, il faudra nettoyer ces bases de données. Il faudra les nettoyer, il faudra voir si les données sont informatives, s'il n'y a pas de fausses données ou des données erronées, ou alors même des vraies données, mais qui n'arrivent pratiquement jamais. Donc celles-là, il va falloir les enlever ou les remplacer par des données plus communes. Voilà. Très bien, donc je ne vais pas parler des protocoles d'essai. Donc ce qu'il va falloir aussi, c'est-à-dire il va falloir faire attention à l'informativité des données aussi. Est-ce que les données représentent bien le procédé que vous avez? D'accord, donc voilà. En dehors si vous voulez, des clusters de données dans l'espace d'entrée-sortie. Est-ce que ces données-là n'ont pas été altérées par quelque chose ou n'ont pas été corrompues? Donc, je vous donne un exemple. Je ne sais pas. Les données, on a eu à travailler avec Sonelgaz. Et donc, les données qu'on avait, ce sont les données de la charge électrique par région pour la consommation nationale, etc. Donc, il n'y avait aucun problème parce que ce sont des données réelles, vérifiées, validées, et la compagnie, c'est-à-dire le demandeur, le client, ne peut pas se permettre d'avoir des données erronées. Il ne peut pas. Parce que lui, il est sur la réalité, il travaille avec ce qui est réel. Et il ne peut même pas se permettre de laisser quelques données qui sont erronées. En d'autres lieux ou en d'autres cieux, si vous êtes sur d'autres systèmes, comme des systèmes socio-économiques, des données sociales peuvent être corrompues pour des raisons politiques, pour des raisons de budget, de bilan, etc. Et là, il faudra faire attention parce que si vous avez des données erronées, ben, votre modèle il sera erroné. C'est tout. La base de votre connaissance doit être épurée, elle doit être quantitativement riche et qualitativement riche. Il faudra faire très attention c'est-à-dire à la connaissance qu'il y a dans ces données. Il faudra choisir les données là où il y a le plus de connaissances qui vont vous permettre de faire un apprentissage qui traduira la réalité ou traduira les relations qu'il y a entre les entrées et les sorties. Très bien. Donc imaginons maintenant que qu'on ait choisi notre réseau, la topologie, qu'on ait choisi le nombre de neurones, bien sûr par rapport à notre vecteur d'entrée. On a bien choisi notre vecteur d'entrée, on a fait le travail de réflexion qu'il faut, qu'on a vérifié notre base de données, ça veut dire qu'on a bien vérifié que notre base de données est quantitativement et qualitativement riche, il nous reste à faire l'apprentissage. Donc l'apprentissage, on sait comment le faire. On applique la règle de la rétropropagation du gradient, et puis c'est tout. Non, c'est pas si simple. Ce n'est pas si simple. Ce n'est pas en appliquant juste la règle de rétropropagation du gradient qu'on peut être sûr d'avoir de bons résultats.
Très bien. Donc, dans ce qui va suivre, donc on va parler de quelques problèmes. Donc, quelques problèmes qu'on peut avoir avec de l'apprentissage. Parfait. Très bien. Donc, on va en parler un peu. Donc, imaginons très bien. Donc, imaginons qu'on est notre réseau, et puis que ce réseau-là, on commence à faire son apprentissage. D'accord. On commence à faire son apprentissage. Donc ici, imaginons qu'on ait les époques. Donc je rappelle, une époque, c'est l'apprentissage de toute la base de données, qu'on va appeler base d'apprentissage, d'accord? Et à chaque fois qu'on va faire notre base d'apprentissage, enfin, à chaque fois qu'on va mettre à jour les points, bien sûr, on va, si vous vous rappelez bien, on va calculer l'erreur. D'accord? Dans la phase feed forward, dans la phase propagation avant de l'algorithme de rétropropagation du gradient, à la fin, on calcule l'erreur. Cette erreur-là, on va dire c'est l'erreur moyenne quadratique, c'est l'erreur quadratique, c'est l'erreur... Allez, on va dire c'est l'erreur moyenne quadratique, EMQ ou SSI en anglais. EMQ, erreur moyenne quadratique. Très bien. Très bien. Et puis, on va faire notre apprentissage. D'accord? Donc, notre apprentissage, on va commencer avec des poids et des biais aléatoires. Donc, les chances sont qu'on va commencer avec des erreurs d'apprentissage qui sont assez élevées. Et on l'a vu dans le cas du problème du XOR. Bon, c'est un problème simple, mais l'erreur de départ était plus élevée. Pourquoi? Parce que les poids et les biais sont aléatoires, ce qui est normal, pas de problème. Donc, on va commencer par une erreur qui est assez importante. Et rappelez-vous bien, l'algorithme delta, l'algorithme du perceptron et l'algorithme de la rétropropagation du gradient convergent. Et on avait fait une petite preuve de la convergence du perceptron. Ce qui veut dire, que ça veut dire que le théorème converge. Ceci veut dire que à chaque époque, alors à chaque itération, mais bon, on va calculer des erreurs par époque, pas par itération. À chaque époque, l'erreur doit décroître. D'accord? Donc l'erreur, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va décroître, 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 décroître et décroître. Jusqu'à asymptotiquement arriver à 0. Donc, asymptotiquement, mon erreur, elle va toucher 0. Sans jamais, en erreur d'apprentissage, sans jamais, bien sûr, sans jamais quoi? Sans jamais augmenter. L'erreur n'augmentera jamais. Pourquoi? Parce que la règle de l'apprentissage par rétropropagation du gradient converge. Donc à chaque, si vous voulez, à chaque époque, l'erreur va décroître. Très bien. Donc si on se pose dans cet état de fait, je vous pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir une erreur minimale? D'accord? Qu'est-ce que doit-on faire pour avoir une erreur minimale? Faire un apprentissage infini. D'accord? Faire un apprentissage jusqu'à l'infini. Et donc, on est sûr que l'erreur d'apprentissage
sera asymptotique à 0. Le problème n'est pas si simple. Et là, on va essayer de voir autre chose. Alors, imaginons que je suis dans un problème d'approximation de fonctions. Hein. Je suis dans un problème d'approximation de fonctions. Donc, imaginons que j'ai une fonction. Par exemple, je vais dessiner une fonction. Voilà, fonction. Voilà. Imaginons que j'ai une fonction. Hop. C'est ma fonction. Bon, elle n'est pas très belle, mais c'est une fonction. Donc, on va dire j'ai une fonction. Cette fonction-ci, je vais essayer de la modéliser en utilisant un réseau de neurones. Donc ça, c'est une fonction très simple, une sortie, une entrée, donc c'est juste pour l'exemple. Et donc, on va dire, voilà, c'est mes entrées et sorties. Donc, ce que je vais faire, c'est, bien sûr, je vais l'échantillonner. Je vais prendre des points. Donc, je vais prendre des points. Non. Je vais prendre des points. Et je vais donc donner ces entrées-là, qui sont mes X, je vais les donner au réseau de neurones avec les sorties et c'est voilà. Donc j'ai un marquage, je vais donner ces points-là. Donc je vais donner ces points-là. Vous excusez. Donc je vais donner ces points. Qui sont mes échantillons, je vais les donner au réseau de neurones. Très bien. Donc je vais les donner ces points-là. Maintenant, je vais vous poser une question. Imaginons que imaginons que je fasse mon apprentissage, d'accord? Je fasse mon apprentissage, je règle mon réseau, je fais mon apprentissage, j'applique la rétropropagation du gradient. Et puis, à la fin de l'apprentissage, je le laisse pendant, je ne sais pas, 100, 200, 1000 époques. Et puis, après toutes ces époques-là, je lui redonne les valeurs d'entrée, les X, et je vois ce que va me donner le réseau. Imaginons que j'ai une réponse de cette manière. Imaginons que la sortie de mon réseau soit ma ligne en bleu. Est-ce que mon réseau a bien approximé la fonction initiale? Ceci est ma question. Évidemment, non. Évidemment, la fonction en bleu ne ressemble en rien à la fonction en noir. Mais si vous remarquez bien, la fonction en bleu passe par tous les points que j'ai donnés pour apprentissage. Et donc, en fait, l'erreur, l'EMQ que vous voyez ici, elle va être dans ces zones-là, elle va être très basse. Donc, si je me base sur cette erreur qui est l'erreur d'apprentissage, il va me dire que la fonction en bleu, donc le modèle qui m'a donné la fonction en bleu, il est bon. Alors qu'en réalité, ce modèle-là n'est pas bon du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé?
Il s'est passé en fait que on est quelque part ici et que ces données-là en rouge, c'est-à-dire les points rouges, ces données, ont été, si vous voulez, surapprises par le réseau. Et là, on parle de surapprentissage. Surapprentissage. Imaginons que j'ai là, je fasse encore mon apprentissage et j'obtiens un modèle qui me donne la courbe en vert. La courbe en vert, si vous voulez, son erreur d'apprentissage, regardez, la courbe verte ne passe pas par tous les points rouges. Ça veut dire que l'erreur d'apprentissage, elle ne va pas être aussi petite que celle de la courbe bleue, ou du modèle qui a donné la courbe bleue. Hein? Donc mon erreur d'apprentissage va être là, quelque part, ici, ici. Donc elle va être plus grande que mon erreur d'apprentissage précédente de la courbe bleue. Mais la courbe verte est plus proche de la courbe bleue, de la courbe noire. Ça veut dire que mon modèle qui m'a donné la courbe verte, en fait, il est meilleur que le modèle qui a donné la courbe bleue. Pourtant, son erreur d'apprentissage est plus grande que celle qui a donné la courbe bleue. Très bien. D'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai un modèle qui est en fait meilleur que l'autre, mais dont l'erreur d'apprentissage est moins bonne que le premier. Ça veut dire que le modèle le plus détérioré a la meilleure erreur d'apprentissage. Et là, il y a un problème. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe quand on fait de l'apprentissage? Il se passe que au début, le modèle est bon, il commence à être meilleur. L'erreur, le modèle, il va être bon. Mais à un certain moment, le modèle va commencer à se détériorer. Mais l'erreur d'apprentissage continue, elle, à baisser. Donc, comment évaluer le modèle? Le modèle, on peut l'évaluer grâce à d'autres points. Donc, imaginez que je me mette sur la courbe noire, d'accord? Et que je prenne d'autres points, c'est-à-dire les virgules en vert. Donc, si je prends ces virgules en vert et que je calcule l'erreur d'apprentissage, de validation, l'erreur, c'est-à-dire pour les virgules vertes. Donc, pour les virgules vertes, regardez ce que je vais avoir. Si je me mets dans le cas des virgules vertes, c'est-à-dire des points verts, regardez l'erreur que je vais avoir pour la courbe bleue. D'accord? Donc là, je vais avoir des erreurs qui sont très importantes. Si je prends bien sûr les points en vert, donc d'autres points que ceux de l'apprentissage. Je n'ai pas pris les points rouges, les croix rouges. J'ai pris d'autres points que ceux de l'apprentissage. Donc en fait, j'ai pris, si vous voulez, une partie de la base de données. Si ma base de données si ma base de données elle est comme suit, en fait, qu'est-ce que j'ai? Je l'ai coupée en deux. J'ai pris
une partie pour l'apprentissage et j'ai pris une partie pour la validation. Bon, j'aurais pu prendre une autre partie pour le test. Mais bon, on va dire apprentissage et validation. Donc en fait, les données d'apprentissage, ce sont les points rouges que je vais prendre et avec lesquels je vais faire mon apprentissage, qui va converger jusqu'à l'infini, asymptotiquement à zéro. Donc avec chaque époque, je vais donc faire que mon erreur, elle soit encore plus petite, mon erreur d'apprentissage. Voilà. Mais si j'utilise les points avec la virgule verte, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que l'erreur de validation, c'est-à-dire l'erreur en utilisant les points verts, elle va commencer à décroître, et puis à un certain moment, elle va augmenter. Donc si je fais l'erreur, si je plotte l'erreur de validation en vert, validation, cette erreur-là, elle ne converge pas tout le temps. L'erreur de validation ne converge pas. Pourquoi elle ne converge pas? Parce que l'erreur de validation, on ne fait pas de l'apprentissage avec les données de validation. Si on faisait un apprentissage, elle convergerait. Les données de validation ne servent qu'à vérifier si le réseau répond correctement ou pas. Très bien. Donc en fait, chaque époque, époque 1, époque 2, époque 3, on va dire comme ça. Donc à chaque époque, on va, pour la courbe noire, faire de l'apprentissage, ça veut dire faire la première phase, calculer l'erreur, mettre à jour les points, et pour la courbe bleue, prendre les données de la virgule verte, des virgules vertes, faire la propagation avant et calculer l'erreur et on s'arrête, on stoppe. On ne fait pas la deuxième phase qui est la phase de propagation arrière. On ne fait que la phase de propagation avant. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a une erreur de validation qui va baisser, d'accord? Mais à un certain moment, à une certaine époque, sur apprentissage, cette erreur-là va commencer à augmenter. Et là, on dit qu'on est en surapprentissage. Donc, vous voyez, il ne suffit pas de balancer des données au réseau et de faire l'apprentissage et de s'arrêter à l'aveuglette pour pouvoir dire on a fait du bon travail et notre modèle fonctionne. Ou alors notre réseau de neurones est bon. Je vous donne un exemple réel, un exemple biologique. Lors de mon cours ou lors de tous vos cours, on va vous faire le cours. D'accord? Donc vous avez votre cours, puis le prof va venir et il va faire son cours. Et puis bon, vous allez essayer de suivre. D'accord? Donc des fois, vous n'allez pas suivre, des fois, vous allez rêvasser, des fois, ça ne va pas vous intéresser, etc. Mais bon, vous avez le cours. Logiquement, si vous refaites ce cours-là, si je vous le refais à chaque fois, si à chaque fois que vous venez, je vous refais mon cours, si à chaque fois que vous rentrez chez vous, vous reprenez mes notes et puis vous relisez mon cours. Normalement,
après un certain nombre d'apprentissages ou d'époques ou d'itérations d'apprentissage, vous serez arrivé au point de connaître mon cours par cœur. C'est bien. Bon, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que votre processus d'apprentissage est bon. Ça veut dire que vous avez la capacité de faire de l'apprentissage. Maintenant, est-ce que vous avez compris mon cours? Ça, c'est une autre histoire. Est-ce que vous avez le pouvoir de généraliser? C'est une autre histoire. Et pour pouvoir savoir si vous avez généralisé ou pas, lors de l'examen, je vais vous donner des exercices ou quelques exercices ou des exercices qui vont être différents des questions de cours et qui vont être différents des exercices vus en TD. Et là, je vais tester votre pouvoir de généralisation. Donc, pour ceux qui auront appris le cours par cœur sans comprendre, ils auront fait du surapprentissage. Ça veut dire que le surapprentissage, en fait, c'est se focaliser sur les données de validation, d'accord, en oubliant ou en se tirant une balle dans le pied, si vous voulez, en passant trop de temps sur les données d'apprentissage, en se focalisant sur ces données d'apprentissage et en oubliant la compréhension qui mènera à une bonne généralisation. Ça veut dire qui mènera à avoir des résultats qui sont plus ou moins corrects ou corrects dans le cas de données jamais vues en apprentissage. Très bien. Donc l'une ou l'approche si vous voulez, la plus utilisée pour éviter le surapprentissage est l'arrêt prématuré. Et je m'arrête où? Je vais m'arrêter autour de cette région. Très bien. Donc, surapprentissage, il faut l'éviter. Comment l'éviter? Il faudra l'éviter en faisant un arrêt prématuré. Cet arrêt prématuré, il va être conditionné par quoi? En fait, il va être conditionné par l'erreur de validation et non l'erreur d'apprentissage. L'erreur de validation. Ça veut dire qu'on va faire un apprentissage supervisé par rapport à l'erreur de validation. Je ne parle pas de l'apprentissage supervisé de la rétropropagation du gradient. Donc supervisé par rapport aux données réelles. Non, je parle, celui-ci, bien sûr, il faut le faire. Mais il faudra rajouter une couche, c'est un apprentissage supervisé par rapport à l'erreur de validation. Ça veut dire chaque époque ou chaque nombre d'époques, dizaines, etc. Donc ça, c'est pas la peine de le faire à chaque époque. Calculer l'erreur de validation et dès que cette erreur-là commence à remonter, c'est-à-dire qu'il y a surapprentissage, eh bien, je vais m'arrêter et je vais sauvegarder les poids et les biais autour de cette zone-là pour être sûr d'avoir les meilleures performances possibles. Très bien. Donc voilà le surapprentissage et l'arrêt prématuré. Donc je vais juste résumer ce qu'on a dit. Donc l'estimation des paramètres du PMC est obtenue par l'administration d'un critère quadratique. Bien sûr, ça c'est l'apprentissage supervisé par rapport à l'erreur quadratique ou au gradient. Donc l'apprentissage peut donc être exécuté jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'amélioration perçue, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'un minimum global ou local soit atteint. Et je vais reparler du minimum local ou global. Donc toutefois, il a été noté dans la littérature que si le modèle est évalué sur un ensemble dit de validation, en utilisant l'erreur de validation, l'erreur obtenue par cet ensemble, celle-ci va au début décroître, puis va augmenter, va commencer à se détériorer. Celle-ci revient donc à croître au fur et à mesure de l'apprentissage, malgré que l'erreur de l'ensemble d'apprentissage va continuer à diminuer. Donc, le phénomène est connu sous le terme de surapprentissage ou en anglais overtraining.
Donc, en d'autres termes, au fur et à mesure de l'apprentissage, le PMC va avoir tendance à apprendre l'ensemble des données utilisées pour l'apprentissage. Il va en résulter une mauvaise généralisation et une mauvaise prédiction pour un ensemble de données différents. Donc, dans le but de pallier à ce problème, une méthode d'apprentissage supervisée, basée sur l'erreur de validation, est implémentée. Cette méthode vérifie l'erreur de validation à chaque itération de l'apprentissage et la compare à sa valeur précédente pour déterminer le moment du commencement de la détérioration. Ceci s'appelle, comme j'ai dit, l'arrêt prématuré. Donc, à ce moment-là, la valeur des poids et des biais est sauvegardée pour être sûr que ceci est un minimum global ou du moins un minimum local décent. Et je reviens donc au minimum local et global décent. Donc le minimum global décent. Donc ici, on peut considérer que ceci est un minimum global. On peut considérer que ceci, si vous voulez, minimum local. Puisque ici, l'erreur de validation a un peu augmenté, puis est redescendu. Très bien. Mais ici, ceci est un minimum global. Maintenant, voilà, donc ceci est un minimum global ou global. Très bien. On peut toutefois être bloqué dans un minimum local. Qu'est-ce qu'un minimum local? Donc, la rétropropagation du gradient, comme on le sait, donc elle minimise l'erreur et on peut se retrouver dans ce cas de figure. Donc, imaginez l'erreur qu'on avait tout à l'heure, de validation bien sûr, parce que l'erreur d'apprentissage ne peut pas remonter. L'erreur d'apprentissage va continuer à décroître. Donc ici, nous sommes bien sûr sur l'erreur de validation. Donc imaginons que cette erreur décroît, puis remonte, puis redescend, et puis remonte. Donc ici, vous avez deux minimums, un minimum local et un minimum global. C'est clair. Donc voilà le minimum local. Donc des fois, si vous faites votre apprentissage et puis vous faites une validation, c'est-à-dire que vous monitorez ou bien vous vérifiez à chaque époque ou chaque dizaine d'époques votre erreur de validation, faites attention à ce que ce ne soit pas un minimum local. Ça veut dire que si votre erreur de validation remonte et que vous vous arrêtez, peut-être qu'il y a une erreur qui est meilleure, donc un minimum global qui est un peu plus loin. Et vous devez là continuer votre apprentissage. Donc, bon, il se pourrait aussi que votre pas d'apprentissage ait à voir avec la recherche de ce minimum local, global, etc. Il faut savoir qu'un minimum local et global, on ne peut pas être sûr d'être dans un minimum global. D'accord. Donc les mathématiciens, si vous voulez, vont toujours être dans la recherche de l'optimum, donc du minimum global. Nous, les ingénieurs, on recherche en fait un minimum qui soit local ou global, mais décent. Ça veut dire qu'il réponde à notre problème. Si l'erreur de notre minimum, elle est dans les limites admissibles où elle répond à notre problème, ça nous va. Que ce soit un minimum local ou que ce soit un minimum global, je ne vais pas chercher à comprendre. L'essentiel est que j'ai trouvé une solution qui m'arrange. Bon, les paramètres critiques qu'on peut avoir pour être dans un minimum global est le cas. Donc, cumulative versus incremental weight changing, ça va en fait on va se focaliser sur les pas d'apprentissage, comment on va changer les poids, les époques. Très bien. Est-ce qu'on va incrémenter
le pas d'apprentissage chaque époque, chaque vingtaine d'époques, parce qu'il faut savoir qu'il y a des pas d'apprentissage adaptatifs, etc. On n'en a pas parlé, parce que bon, on n'a pas beaucoup de temps de parler des pas d'apprentissage. On a vu, nous, la règle d'apprentissage de la rétropropagation et du perceptron avec un pas d'apprentissage fixe. Mais il faut savoir que ce pas d'apprentissage peut être adaptatif. On en reparlera quand on verra les RBF, comme ça on ne va pas trop passer de temps sur le MLP, mais ça reste pareil. Donc il faut savoir que le surapprentissage vaut et existe dans tous les types de réseaux de neurones artificiels. Hein. Les RBF, les réseaux de neurones profonds, tous les types de réseaux de neurones. Et donc c'est un problème qu'il va falloir traiter à chaque fois que vous utilisez les réseaux de neurones. Size of learning constant, too high, you won't learn anything, Gaussier, too low, will take ages to find solution. Donc ça, je vous l'explique, je reviens ici. Si vous avez un pas d'apprentissage qui est trop petit, vous allez peut-être être bloqué dans un minimum local. Donc s'il est assez grand, vous allez basculer ici. S'il est très grand, vous allez donc sortir même du minimum global et il va y avoir une instabilité. Donc il faudra faire attention à ça. Mais généralement, les toolbox et les outils qu'on a à notre disposition nous permettent d'avoir des pas d'apprentissage adaptatif et de trouver des minimums locaux décents. Très bien. Donc voilà maintenant le minimum global, local et le surapprentissage, comment le traiter. Comment traiter le surapprentissage. Parfait. Donc on va laisser ça comme ça. On aura peut-être besoin pour ce qui suit. Très bien. Donc maintenant, comment on fait avant de passer à ça, j'aimerais bien vous poser une question. Très bien. Donc imaginons qu'on ait un problème à traiter avec les réseaux de neurones, qu'on choisisse notre réseau, qu'on choisisse nos données, qu'on fasse notre apprentissage et qu'on soit de bons élèves. On va faire un monitoring où on va voir l'erreur de validation. Et puis bon, quand elle va croître, on va s'arrêter. Donc on va faire notre arrêt prématuré pour être sûr qu'on n'a pas de surapprentissage. Et puis là, on va voir notre erreur, c'est-à-dire notre erreur de notre minimum global. Donc l'erreur, la meilleure erreur, c'est-à-dire l'erreur minimale. Très bien. Et on va l'évaluer. Imaginez que cette erreur-là ne nous arrange pas. Ça veut dire qu'on est dans un ordre de grandeur qui est pas acceptable. On est à 10 puissance 2, moins 2 par exemple, et puis il nous faut une erreur de 10 puissance moins 6. Pour un problème de classification, imaginons que cette erreur-là, en fait, soit une reconnaissance à 70%, alors que nous, on a une obligation d'avoir 80%. Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir une erreur moyenne ou une erreur minimale qui est meilleure que celle-ci? Que doit-on faire? On a tout fait comme il faut. On a fait notre apprentissage, on a fait notre arrêt prématuré, on a été de bons élèves. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on peut régler ce problème? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? L'apprentissage, il ne faut plus le regarder parce que vous avez fait de votre mieux. Donc, il faut voir autre chose. Il faut voir les autres aspects. Et les deux autres aspects, en fait, sont quoi? Sont les données, la base de données, et la topologie du réseau. Donc là, si vous n'avez pas une erreur qui vous arrange, vous avez deux gros problèmes. Ou vous n'avez pas les données qu'il faut, ni en quantité ni en qualité, d'accord? Ou alors votre topologie n'est pas adaptée
à vos données, c'est-à-dire qu'elle n'est pas adaptée à la complexité du problème. Ça veut dire que votre réseau est trop petit, mais pas seulement, il peut être trop grand pour votre problème. D'accord? Donc la topologie du réseau, si votre erreur n'est pas bonne, ça veut dire qu'il faudra aller voir, échanger la topologie du réseau et tout refaire et refaire votre apprentissage. On va dire, voilà, on va voir quelque chose dans cet ordre-là, dans cette présentation. Donc, overtraining. Donc, l'overtraining, voilà, on a donc l'erreur de test, l'erreur de validation, etc. Donc, ça, on en a parlé. Data selection, data modeling. Bon. Non, donc c'était pas ici. C'était pas ici. Très bien. Donc, là, je vais reprendre. Si notre erreur minimale n'est pas bonne, donc il faudra refaire, donc revoir la topologie du réseau. Et la topologie du réseau, en fait, si on fait un monitoring de l'erreur de validation par rapport à la topologie du réseau, eh ben, en fait, on va voir la même chose que cette erreur-là. Donc, pour des réseaux trop petits, on va avoir une erreur de validation qui est très petite, très grande plutôt. Et puis, euh, plus on va aller, si vous voulez, plus on va aller vers une topologie optimale, d'accord, plus l'erreur de validation va se réduire. Puis, une fois la topologie du réseau atteinte, d'accord, si on agrandit notre réseau, on peut détériorer l'erreur de validation qui va repartir à la hausse. Donc là, bien sûr, il y a deux approches. C'est ou faire du network growing ou du network pruning.
et je vais en parler brièvement. Bon, généralement, on fait du network growing quand on fait des tests. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on fait? On va prendre notre réseau qui est petit et puis on va, enfin petit par rapport à notre base de données. Je vais dire, voilà, je vais démarrer avec 30 ou 40 neurones, ça va par rapport aux entrées, etc. Et puis, je vais agrandir, je vais rajouter des neurones dans les couches cachées pour pouvoir et retester mon réseau jusqu'à ce que j'ai un réseau qui soit le plus adapté possible. Ou alors, avant, on faisait ce qu'on appelait du network pruning, ça veut dire qu'on démarrait avec un réseau qui est assez grand, et puis on faisait du weight decay, ça veut dire qu'à chaque pas d'apprentissage, on, 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 on affaiblissait des poids qui ne contribuaient pas trop à améliorer l'erreur. Et puis, dès qu'on arrivait à isoler un neurone, c'est-à-dire que tous ces poids étaient tendés vers zéro, on enlevait ce neurone. Donc, ce tas-là, je pense qu'il est un peu révolu et passé parce que là, on est dans les deep network et les réseaux profonds. Et donc, on se, on se, on se soucie plus, si vous voulez, du nombre de neurones, autant qu'on se souciait avant parce qu'il y avait un problème de pouvoir de calcul et de puissance de calcul. Très bien, donc on va voir le dernier point pour améliorer notre apprentissage, qui est la validation croisée. Alors la validation croisée est une amélioration par rapport à la validation split sample, dans le sens où tous les ensembles de données récoltées sont utilisés tour à tour pour la validation. Ceci s'avère plus efficace quand la taille de l'espace des données est restreinte et ou limitée. La méthode est aussi appelée sélection des modèles croisés ou cross-model selection. Donc on va voir à peu près le principe de cette approche. Le principe de cette approche, allez, donc on va, très bien, donc on va les passer. Et puis on va voir ce que c'est que le split sample validation. Donc imaginons qu'on ait, alors ça c'est mes données, donc les données, et je vais partitionner cet espace de données en n sous-espaces. Bien sûr, c'est des données, je vais avoir la même chose, je vais avoir la même chose pour les données d'entrée et les données de sortie. D'accord? Donc là, je vais prendre des données, si vous voulez, des données unidimensionnelles, ça veut dire une entrée et une sortie. Mais bon, on peut généraliser le problème à plusieurs entrées, plusieurs sorties, c'est pas problème. Donc là, j'ai mes données. Donc ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir mon dataset D1. D1, mon dataset D2, mon dataset D3, etc. Mon dataset DM. Très bien. Et qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais faire la même chose que j'ai fait avant. Je vais faire de l'apprentissage avec l'arrêt prématuré, le split sample validation, etc. Et je vais prendre, donc, comment on va prendre? Alors, on va prendre, donc on va prendre on va prendre pour le premier modèle tout ça
pour l'apprentissage, c'est-à-dire les bases de données de D1 jusqu'à DM-1, et je vais prendre pour la validation le sous-ensemble DM. Parfait. Donc, si je fais ça, je fais mon modèle, et donc je vais obtenir mon modèle, qui est un réseau de neurones. Allez, je vais le réseau de neurones de le premier réseau de neurones, donc qui va être, allez, on va faire un petit réseau de neurones. Là. Donc ça, c'est mon réseau de neurones. Hop, qui va me donner une. Et bien sûr, il va avoir les entrées. Mon vecteur d'entrée, x1, x2, xn, pour xq. Ça va être les pour les entrées. Et donc, ce réseau, il va avoir comme entrée, bien sûr, les entrées. Très bien. Et il va avoir, bien sûr, la sortie, donc, que je vais appeler Y1. Y1. Parfait. Et je vais refaire la même chose. Je vais refaire la même chose. Ça veut dire que je vais prendre pour le deuxième, la deuxième, si vous voulez, le deuxième modèle ou le deuxième réseau de neurones, je vais prendre non pas la base de données pour l'apprentissage de D1 à DM, à DM-1, je vais prendre jusqu'à DM-2, je vais prendre comme base de validation DM-1 et comme base d'apprentissage, tout ce qui est en bleu, ça veut dire que je vais prendre de D1, DM-2, DM pour l'apprentissage. Et je vais faire mon apprentissage et je vais obtenir un autre réseau de neurones, bien sûr, un autre réseau de neurones. Pardon, je vais obtenir un autre réseau de neurones. Bien sûr, je vais faire la même chose, je vais faire l'apprentissage par rétropropagation avec l'arrêt prématuré, etc., etc. Et je vais faire, donc je vais obtenir un nouveau réseau de neurones. Un nouveau réseau de neurones. Avec la sortie Y2, et bien sûr les mêmes entrées que le réseau précédent. Et je vais refaire donc la même chose. Je vais à chaque fois choisir un dataset, c'est-à-dire une partition de mes données d'entrée-sortie, et avoir donc un modèle. Donc je vais avoir le modèle M2,
M3, M4, M2, etc., jusqu'à avoir le modèle MN où mes données d'apprentissage vont être les sous-ensembles de D2 jusqu'à DM et mon sous-ensemble d'apprentissage va être, de validation va être le sous-ensemble D1. Donc vous remarquerez que ici, je vais balayer tout mon ensemble de données et je vais valider à chaque fois dans une région opérative, dans un sous-ensemble D1. Donc les modèles que je vais obtenir, ça veut dire que tous les modèles que je vais obtenir, si je les, enfin, on parlera de coopération après, mais tous les modèles, si je les assemble ou si je, si vous voulez, si j'évalue leur validation, j'aurai validé dans tout l'espace d'entrée-sortie. Dans tout l'espace d'entrée-sortie. Donc ici, je vais avoir la sortie YM. Très bien. Parfait. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai maximisé l'utilisation de mon ensemble de données et j'ai validé, c'est-à-dire j'ai fait des modèles où à chaque fois je validais dans un sous-ensemble différent de l'autre. Très bien. Donc en fait là, je vais avoir M modèles, M modèles, M réseau de neurones. D'accord? Où chacun, avec chacun qui a été fait avec une base d'apprentissage et de validation différente. Ça veut dire que c'est, si vous voulez, des points de vue différents ou des modélisations différentes d'un même problème. Très bien. La question qui se pose là, c'est, bon, vous vérifierez, vous remarquerez que en fait, la base ou le sous-ensemble de validation est toujours moins important que la base d'apprentissage, ce qui est normal. D'accord? Le temps que vous mettez à apprendre quelque chose n'est pas équivalent à celui que vous mettez pour valider. D'accord? Votre examen n'est pas équivalent à votre temps d'apprentissage. Ceci est un exemple. Surtout dans le cas où on a des données restreintes. C'est là où la cross-validation ou la validation croisée, si vous voulez, prend toute sa dimension, prend tout son intérêt. Très bien. Maintenant, la question que je vous pose, c'est, très bien, j'ai fait la validation pour tous les sous-ensembles de validation. Maintenant, j'ai un modèle lequel je dois prendre. Quel est le modèle que je dois utiliser? Parce qu'à la fin, je vais utiliser un seul modèle. Enfin, ou pas. On va voir. La réponse que j'ai le plus souvent, ou la réponse la plus logique, c'est je prends le meilleur. Ça veut dire celui avec une erreur de validation la meilleure ou la plus petite. Oui, c'est une réponse qui tient la route. Maintenant, imaginez que le modèle avec l'erreur de validation la plus petite utilise en fait un sous-ensemble, hein, un sous-ensemble de validation, celui-là, ou celui-là, ou celui-là, ou celui-là, ou un autre. Mais en fait, ce sous-ensemble-là ne contient pas la majorité des données informatives. Ça veut dire que on valide quelque part dans l'ensemble des entrées-sorties qui est un peu loin de notre région opérative la plus connue. Donc là, ça posera problème.
Ça veut dire peut-être que un autre modèle qui est validé avec un autre ensemble de validation, qui est peut-être qui a une erreur de validation qui est moindre, mais qui est plus approprié à notre problème. Donc ça, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir comme ça de prime abord. Donc ce qu'on peut faire, donc c'est quoi? C'est utiliser tous les modèles. Utiliser tous les modèles avec une combinaison de toutes les sorties. Donc je peux faire, au lieu d'utiliser un seul, je prends la somme de toutes les sorties. Bien sûr, la somme sur M. La somme que je vais diviser sûr, par M, une combinaison linéaire. Donc le problème des réseaux de neurones, la combinaison linéaire, ce n'est pas un problème. Quand je dis une somme, c'est une somme divisée par le nombre de sorties, mais ça reste une combinaison linéaire, il n'y a aucun problème. Donc voilà, je peux prendre donc la somme divisée par M. Je peux prendre aussi une somme pondérée. Ça veut dire que le meilleur, je vais lui donner un poids plus important. Je vais donc faire une combinaison linéaire. Si vous vous rappelez, ceci peut être un neurone linéaire comme celui qu'on a utilisé pour le XOR. Et là, je vais avoir des poids. W1, W2, Wn. Et bien sûr, le poids le plus grand sera donné au réseau avec le meilleur résultat. Ou alors, je peux carrément ici mettre une fonction non linéaire. Une fonction non linéaire. Cette fonction non linéaire peut être donnée par un autre classifieur. Donc là, je vais mettre un classifieur qui peut être un autre réseau de neurones. Donc ici, je peux mettre un réseau de neurones, je peux mettre un SVM, je peux mettre n'importe quel classifieur non linéaire. Je peux faire une combinaison non linéaire de ces sorties. Et là, on est dans le, si vous voulez, on est dans le cas de multiclassifieurs. Ici, ce sont des multiclassifieurs en parallèle et pas en série. Donc voilà. Ceci est la validation croisée. Pour ce qui est des multiclassifieurs, je vais vous laisser avec M. Farah, c'est sa spécialité. Et je pense que vous avez... oui, non, ce n'est pas M. Farah qui vous donne ce cours, mais bon, c'est sa spécialité aussi. Vous avez Madame Azizi qui vous parlera de classification et qui vous parlera de multiclassification. Très bien, donc j'espère qu'avec ceci, on aura fini le chapitre plutôt réseau de neurones MLP, multilayer perceptron ou perceptron multicouche. Peut-être qu'avant le chapitre 4, les réseaux de neurones à base radiale, je vous ferai une petite vidéo sur la série TD, donc on verra. Sinon, le prochain cours ou la prochaine vidéo portera sur les réseaux de neurones à base radiale. Très bien, donc au revoir et bonne compréhension.